السلام عليكم يا خاوتي فيديو جديد. جيسبر راكم ملاح، جيسبر جوزتو دي فاكونس ملاح. اليوم في هاد لا فيديو راح نهضر لكم على ليستوار والفرق والتشابه ما بين افريقيا وامريكا. كيما راكم تشوفوا لافريك نعرفوها كاع هي القاره تاعنا. Elle est située entre l'océan Atlantique à l'ouest et l'océan Indien et l'Asie à l'est, et l'Antarctique au sud et la Méditerranée et l'Europe au nord. Où le nom Afrique, il vient du nord. Il vient du nom Ifri, qui est un nom berbère issu dans la Tunisie et l'Algérie. La population en Afrique, elle est majoritairement noire, mais il y a aussi des populations blanches et brunes, ceux qui sont issus du nord méditerranéen. Et l'Amérique, كما راكم تشوفوا كاع هاد القارة اسمها المريكان. Il y a l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Elle est située dans l'ouest du globe, entre l'océan Pacifique à l'ouest et l'océan Atlantique à l'est. Le nom Amérique, il vient d'un explorateur italien, Amerigo Vespucci, un navigateur de Florence qui a participé à plusieurs expéditions vers le Nouveau Monde à la fin du XVe siècle. En 1507, le géographe allemand Martin Waldseemüller publie une grande carte du monde. Et sur cette carte, il inscrit pour la première fois le nom America sur les terres du Sud, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Amérique du Sud. Il a féminisé le prénom de l'explorateur italien Amerigo en America, suivant la règle latine des noms de continents comme l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Au début, le nom America désignait que la partie sud, mais au fil du temps, les géographes ont étendu ce nom dans tout le continent, du nord au sud. Les peuples autochtones de ce continent, on les appelle les Amérindiens. Qui m'a fait Alaska au Canada par exemple, qu'il les Inuits, les Yupik et les Aléoutes. Et aux États-Unis, qu'il les Apaches, les Navajo, les Cherokees et les Comanches. Et en Amérique centrale et au Mexique, les plus connus les Huma, les Mayas. Et dans les Caraïbes, qu'il les Taïnos, les Caribés et les Arawaks. Et en Amérique du Sud, qu'il les Yanomami, les Wayuu, les Quechua et les Guarani en Amazonie. Et on a beaucoup d'autres. Ou Kima comme Choufou, l'Amérique du Sud, تشبه شوية l'Afrique. عندهم presque la même forme. Durant très longtemps, l'Afrique elle a été conquise par plusieurs empires, كيما les pharaons, les romains, tandis que les byzantins, وجاو الفتوحات الإسلامية, كيما الخليفة الأموية, elle a conquis le nord de l'Afrique, les territoires en face de la Méditerranée. Puis il y a eu d'autres califats islamiques, كيما الدولة الفاطمية, الدولة العباسية, الخليفة الرستمية والخليفة موحدية. Puis on a eu d'autres. Puis on بعدا كاين les Espagnols. Après qu'ils se sont libérés du califat omeyyade et qu'ils ont repris l'Andalousie, ils ont voulu à leur tour conquérir les régions du Maghreb. Et là ils ont conquis Wahran, Bjaya ou Mestghanem, sans oublier Rif ou تانيك العاصمة تاع تونس. وكاين تانيك le Portugal. L'empire portugais a colonisé les côtes du Maroc, l'île du Cap-Vert, la Guinée-Bissau, puis il y a aussi l'Angola et le Mozambique. D'après ma connaissance, l'Espagne et le Portugal sont les premières puissances coloniales européennes qui ont colonisé l'Afrique. Puis après, جات الخلافة العثمانية. L'Empire ottoman s'est étendu dans le nord de l'Afrique. Les Ottomans ont conquis l'Égypte, la Libye, la Tunisie et l'Algérie, mais ils n'ont pas touché au Maroc. Ils ont chassé les Espagnols en Algérie et en Tunisie. Mais en fait, les Othmaniens, ils n'ont pas voulu coloniser l'Afrique du Nord, comme les Européens l'ont fait. Ils n'ont pas voulu imposer leur culture et leur langue. C'était plutôt un protectorat ottoman, pour protéger les pays musulmans d'Afrique du Nord contre les Européens. Puis après cela, l'Empire ottoman s'est affaibli, du début du 19e siècle, et il va perdre des territoires en Afrique du Nord. La France a colonisé l'Algérie le 5 juillet 1830, suite à Hadithat Merwaha qui a mal tourné en 1827. Puis en 1850, la France a étendu son empire colonial sur d'autres pays d'Afrique, comme le Mali, Niger, Tchad, Sénégal, la Guinée, le Congo-Brazzaville, la Centrafrique, sans oublier le Gabon, le Madagascar et le Mayotte, et surtout la Tunisie. Elle a mis sous protectorat. Puis on a d'autres. Puis Kane, le Royaume-Uni. Du début du 19e siècle, elle a commencé à prendre des territoires après les guerres contre Napoléon. En 1808, elle a colonisé la Sierra Leone. En 1816,
la Gambie, كاين تانيك l'Afrique du Sud en 1815, puis كاين le Ghana en 1820 et 1874. Et en 1880, le Royaume-Uni a commencé à expandre son emprise coloniale sur d'autres pays d'Afrique, comme l'Égypte, Soudan, Kenya, Ouganda, Zimbabwe, Zambie, Botswana et le Nigeria. Puis il y a d'autres puissances coloniales européennes qui ont colonisé l'Afrique, comme l'Allemagne, la Belgique, tandis que l'Italie. Pour éviter une guerre entre Européens, l'Allemagne a organisé une conférence à Berlin entre 1884 et 1885. Cette conférence a réuni l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Belgique, les États-Unis et les Pays-Bas. Les États-Unis étaient des observateurs et dans cette conférence, les puissances coloniales européennes se partageaient les territoires d'Afrique. L'Allemagne a colonisé la Namibie, la partie de la Tanzanie, le Togo et le Cameroun. Puis la Belgique a colonisé la RD Congo, puis le Rwanda et le Burundi. Puis l'Italie a colonisé l'Érythrée, puis la Somalie, puis la Libye en 1911, après avoir chassé les Ottomans. Elle a essayé de coloniser l'Éthiopie en 1896, mais elle a échoué. Il n'y a que l'Éthiopie et le Libéria qui n'ont jamais été colonisés en Afrique. Et ça, c'est la même chose avec l'Amérique. L'Amérique, qui m'a l'Afrique, elle a été colonisée. Elle a été découverte par les Européens à partir de la fin du XVe siècle, en 1492. Celui qui a découvert l'Amérique, c'est Christophe Colomb. Dans son voyage, il découvre les Caraïbes. Son but, c'était d'explorer et réclamer des terres pour l'Espagne. Et là, les conquistadors espagnols ont débarqué, ils ont colonisé les Caraïbes, le Bahamas, Cuba et l'Espagnol, les Homa, le Haïti et la République dominicaine. Puis du début du XVIe siècle, ils ont colonisé le Porto Rico et la Jamaïque. Puis ils sont entrés en Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Puis en 1500, les Portugais, ils ont colonisé le Brésil. C'est la plus grande colonie portugaise d'Amérique du Sud. Puis au début du XVIIe siècle, les Anglais, ils ont colonisé la côte est d'Amérique du Nord, tandis que la Virginie, puis les îles Barbades et la Jamaïque, après une guerre avec les Espagnols, conquistadors. Sans oublier le Canada. Puis en 1608, les Français, ils ont colonisé le Québec, tandis que le Canada, tandis que les Lentilles, il y a la Guadeloupe, Martinique, tandis que le Haïti. Il y a aussi la Guyane française en Amérique du Sud. À partir de 1620, les Hollandais, ils ont conquis la Nouvelle-Amsterdam, il y a la future New York, puis le Suriname, puis ils ont colonisé l'Aruba, Curaçao ou Bonaire. L'Afrique ou l'Amérique sont deux continents riches en ressources. L'Afrique, Sahara, qui a le pétrole ou le gaz, qui a de l'uranium, qui a des mines d'or et du diamant. Et c'est la même chose avec l'Amérique. Il y a de l'or, du cuivre, du diamant et surtout l'agriculture. Au Kima les populations autochtones en Afrique et en Amérique ont subi l'esclavage et étaient soumis aux travaux forcés. Les colons ont brûlé des villages, massacré des populations et les populations indigènes ont subi la conversion forcée au christianisme. Les colons ont même organisé la déportation. En Amérique, les Espagnols et les Portugais ont ramené des esclaves africains et sont envoyés à travailler dans des champs et des mines d'or et de diamants. En Amérique du Sud, en Amérique centrale, même dans les Caraïbes et surtout en Amérique du Nord. Le premier pays d'Amérique qui s'est libéré d'une colonisation, c'est les États-Unis. À cette époque, dans le XVIIIe siècle, l'Angleterre a imposé des taxes sur le thé, sur le verre, sur le sucre, etc. Et cela a mis en colère les colons européens. Et surtout, les Euro-Américains, eux, ils voulaient prendre possession des terres amérindiennes et les Britanniques les interdisaient. Et là, les Américains se sont révoltés et la guerre d'indépendance américaine a éclaté et elle a été menée par George Washington, une figure de la révolution américaine contre la colonisation britannique. La guerre elle a commencé en 1775 et en 1776, l'indépendance des États-Unis a été proclamée en 4 juillet, rédigée par Thomas Jefferson. Ceux qui ont soutenu la révolution américaine, c'est la France, les Pays-Bas et l'Espagne. La guerre est terminée avec le traité de Paris en 1789.
1883 et l'Angleterre a reconnu l'indépendance des États-Unis. Et c'est la même chose avec l'Amérique latine. Le Haïti est le premier pays d'Amérique latine qui s'est libéré de la colonisation française suite à une révolution armée qui a duré pendant 13 ans contre les troupes françaises, britanniques et espagnoles. Et son indépendance a été proclamée le 1er janvier 1804. Maintenant que le Mexique qui s'est libéré suite à une révolte qui était longue et violente, menée par Miguel Hidalgo y Morelos. Son indépendance a été proclamée le 27 septembre 1821. Puis qu'en Amérique du Sud, la plus grande révolution de libération a été menée par Simón Bolívar, un ancien aristocrate vénézuélien qui est devenu un chef militaire. Il a mené une grande guerre de libération en Amérique latine. Le premier qu'il a libéré, c'est le Venezuela, puis la Colombie, puis l'Équateur, le Pérou et la Bolivie. Et il y a aussi le Panama. Bolívar a été l'homme qui a écrasé l'Empire espagnol. Il a été surnommé le Libérator, ce n'est que le père d'Amérique latine. Son objectif, c'est d'unir l'Amérique latine, mais son projet a échoué. Bolívar est mort en 1830 en Colombie. Cet homme, il représente le symbole de la lutte contre l'impérialisme et aussi du panaméricanisme et du nationalisme latinos. Les États-Unis est un des premiers pays d'Amérique qui s'est modernisé rapidement. Il a connu une croissance économique très forte, et ça grâce aux territoires riches et l'industrialisation précoce, tandis que le capitalisme agressif et surtout l'immigration clandestine des Européens en Amérique. Et au 19e siècle, dans les années 1846 jusqu'à 1848, ça a harb ma bin Mexique ou les États-Unis. Là, comme tu vois, les territoires qui le Texas, le Nouveau-Mexique, l'Arizona, Dallas, tandis que Los Angeles et la Californie que nous t'as le Mexique. Mais après la guerre avec les États-Unis, le Mexique les a perdus. Et ces territoires, jusqu'à aujourd'hui, ils appartiennent aux États-Unis. Puis, Atanik Cuba sera une révolution contre les Espagnols menée par José Martí, un philosophe, un poète, un journaliste qui est devenu révolutionnaire. Son objectif, c'est l'indépendance totale de Cuba vis-à-vis de l'Espagne, mais aussi des États-Unis. Il est représenté comme un héros national à Cuba, mais aussi un symbole de la lutte anti-impérialiste et surtout du nationalisme latino-américain. Il est mort au combat contre les Espagnols en 1895. Cuba a obtenu son indépendance en 1898. Il est le dernier pays à s'être libéré de la colonisation des conquistadors. Et aux États-Unis, il y a eu une guerre civile qu'on appelle la guerre de sécession, qui oppose les nordistes qui étaient industrialisés anti-esclavagistes et les sudistes qui étaient agricoles et pro-esclavagistes. Le nord était dirigé par Abraham Lincoln, un président anti-esclavagiste. Cette guerre de sécession, elle a commencé en 1861. Elle s'est terminée en 1865 avec l'abolition de l'esclavage et la victoire des nordistes. Lincoln est assassiné en avril 1865 par un sympathisant sudiste. Surtout, il y a même eu un conflit entre les Amérindiens et les colons européens. Les Amérindiens ont subi un génocide terrible. Les peuples autochtones d'Amérique du Nord étaient massacrés, que ce soit par des maladies ou que ce soit par des crimes de guerre commis par les colons européens. Les colons ont utilisé des pires méthodes. Massacre de civils, brûlage des villages, destruction des récoltes. Ils ont même utilisé des déportations à pied. Les peuples autochtones qui refusaient de vendre leurs terres ont été sauvagement massacrés et déportés, et ils étaient même soumis aux travaux forcés. Et surtout, ils s'en prenaient à la source principale d'alimentation des Amérindiens, les bisons. Les bisons étaient la nourriture et la source d'alimentation principale des Amérindiens. Alors les colons Ujdaru, ils ont massacré des centaines de bisons pour affamer les Amérindiens. Environ 30 et 60 millions de bisons sont massacrés par les colons, et cela a entraîné une énorme famine chez les Amérindiens. Les immigrés européens considéraient l'Amérique comme la terre promise, ce qu'on appelle le Thanksgiving. Puis qu'est l'Alaska. À cette époque, l'Alaska, dans le 18e siècle, il appartenait à l'Empire russe. Puis au milieu du 19e siècle, il a été acheté par les États-Unis, et c'est comme ça qu'il est devenu un territoire américain. Puis après cela, les États-Unis voulaient à son tour une puissance impérialiste et néocolonialiste. Le régime de Washington va étendre son influence sur tout le continent américain. Et surtout, les États-Unis vont être dirigés par un gouvernement raciste qui va interdire l'égalité entre les blancs et les noirs. Et l'Afrique va être une colonie des Européens jusqu'au XXe siècle.
Les populations africaines vont être dépossédées de leurs terres et vont être victimes des violences coloniales. L'Afrique du Sud obtient son indépendance en 1910 avec la création de l'Union sud-africaine. Et ceux qui vont avoir le pouvoir, ce sont les Blancs d'origine européenne, qui sont majoritairement des Néerlandais et des Hollandais. Des Africains blancs, qu'on appelle les Afrikaners. Et les Noirs, les Houmas, les autochtones, ils vont avoir aucun droit politique. Ils vont être asservis. Et l'Afrique du Sud, حكايتها راح تكون كيما les États-Unis d'Amérique ou l'Australie. Il va y avoir un conflit entre Noirs et Blancs. Et dans toute l'Afrique, les puissances coloniales européennes ont utilisé les pires méthodes contre les Africains et l'Afrique. Le génocide connu en Afrique, c'est celui de la Namibie, commis par l'Allemagne. Des milliers de populations Herero et Nama ont été massacrées par les troupes allemandes. Le Reich a utilisé les pires méthodes: décapitation, massacre de civils, brûlage de villages et surtout le travail forcé. Et aussi la famine. Oui, que le Congo RDC. Le Congo, ça appartient à la Belgique. Ce n'est pas seulement une colonie belge. C'est aussi la propriété du roi Léopold II. Et là, il va commettre les pires crimes dans le Congo RDC. Son armée va massacrer les civils. Il va même soumettre les population en travaux forcés, il va même commettre des mutilations et des démembrements. Et les esclaves qui désobéissent sont punis à coups de fouet. Que la France, elle a fait pareil, surtout en Algérie. En Algérie, il y a eu plusieurs insurrections contre la France. كيما تاع بوعمامة لالا فاطمة نسومر والمشهورة تاع أمير عبد القادر الله يرحمه, qui est un héros national de l'Algérie. Puis après, il y a la première guerre mondiale qui a duré entre 1914 et 1918. Et dans cette grande guerre, les puissances européennes ont enrôlé de force des milliers d'Africains dans leurs colonies et ils les ont envoyés comme des chars à canon pour combattre l'ennemi. Et quand la guerre est terminée en 1918, avec la défaite de l'Allemagne et la chute de l'Empire ottoman, l'Allemagne a perdu ses colonies en Afrique. La Namibie a été annexée par l'Afrique du Sud, le Togo et le Cameroun par la France et le Royaume-Uni et la Tanzanie par le Royaume-Uni. En 1912, la France impose un protectorat au Maroc. Puis en 1921, une guerre a éclaté au Rif. Elle a été menée par Mohamed Ben Abdelkrim al-Khattabi, connu sur le nom de Abdelkrim al-Khattabi, qui est une figure de la lutte contre le colonialisme. C'est un ancien journaliste rifin. Il est même issu d'une tribu berbère. Durant la Première Guerre mondiale, il était juge de paix à Melilla, sur le compte des Espagnols. Et quand il a voyagé dans la péninsule hébraïque en Europe, il a découvert les merveilles laissées par les musulmans durant la période d'Al-Andalus. Et c'est comme ça qu'il est devenu anticolonialiste. Après avoir été jeté en prison, il entreprend à sa sortie d'unifier les tribus berbères du Rif afin de chasser les Espagnols. Il lance de nombreuses campagnes de guérilla, détruisant des voies de communication, harcèle des postes avancés et attaque même les convois. Le nouveau gouverneur de Melilla, Manuel Fernandez Silvestre, lance une grande campagne afin de rétablir l'ordre dans la région. Il occupe la région de Darabaran et jusqu'au petit matin, un millier de résistants rifins les attaquent et les délogent. Ils mettent la main sur plusieurs canons, des armes et des munitions. L'armée de Silvestre se replie vers Anoual. L'armée espagnole, qui est forte de 25 000 hommes, est encerclée par 3 000 combattants rifins qui connaissent parfaitement le terrain. Les combattants rifins foncent sur les soldats espagnols. Les combats sont très violents. Les pertes sont lourdes du côté espagnol. C'est un véritable carnage. Silvestre ordonne de battre en retraite, mais les rebelles rifins poursuivent les soldats. Humilié, Silvestre se tire une balle dans la tête. Puis là, les Espagnols tentent de rejoindre le littoral, mais ils sont harcelés et poursuivis par les rebelles rifins qui ne font aucun quartier. Et au total, 15 000 soldats espagnols sont tués. Les combattants rifins récupèrent 30 000 canons et 200 fusils. Et c'est comme ça que la guerre du Rif débute, avec ce désastre espagnol. En Espagne, c'est le choc. L'humiliation est totale. Des troupes sont envoyées à Melilla. 36 000 soldats ont pour mission de reprendre les territoires perdus. La victoire de Abdelkrim provoque le soulèvement de tous les tribus du Rif, mais ils ne peuvent résister contre la contre-offensive espagnole et se réfugient dans le Rif central, sous l'autorité d'Abdelkrim. Et là, Abdelkrim, il proclame la République du Rif. Il fédère les communautés en jouant l'aspect religieux de son combat et intègre une dimension indépendantiste. Il déclare: nous voulons vivre indépendants et n'être gouvernés que par Dieu.
Il entame des démarches pour faire reconnaître la République du Rif dans la Société des Nations, mais sans succès. Un parlement de 80 délégués et de gouvernements sont constitués. Les ministres sont les proches parents d'Abdelkrim. L'objectif est de structurer le nouvel État et d'unir les tribus rifaines. Le système judiciaire est réformé afin d'appliquer la charia, la loi islamique. Des mesures dans ce sens sont prises. Interdiction des armes à feu, sauf contre les chrétiens. Réduction de 7 à 3 jours les célébrations de mariage. Interdiction aux femmes de danser, botanique, introduction de cours de théologie à l'école. Il réorganise même le commerce de produits locaux entre tribus qui sont soumises à des taxes afin de financer l'armée qui est totalement réorganisée. Divisée en unités, soumise à une discipline de fer et fortement hiérarchisée, l'armée s'inspire des modèles militaires européens. Abdelkrim envoie de nombreux émissaires entre les tribus afin de fédérer l'ensemble des Rifains, mais malheureusement certains d'entre eux sont fidèles aux Espagnols. Et entre les tribus, de nombreuses escarmouches éclatent. Malgré tout, les troupes rifaines ne cessent d'augmenter. Huna, la puissance de feu de l'Espagne s'abat sur la région. L'aviation espagnole passe à l'action et bombarde de nombreux villages, tuant un grand nombre d'habitants et utilisant pour la première fois des armes chimiques. L'hypérite, le terrifiant gaz moutarde. Les récoltes et les infrastructures sont détruites, provoquant une grande crise alimentaire. Les combats sont violents, offensives et contre-offensives se succèdent. Les Espagnols font face aux tactiques de guérilla des Rifains, ne permet pas d'asseoir leur domination sur les territoires repris. Et en 1923, Primo de Rivera instaure une dictature militaire en Espagne et promet de laver le sang d'Anoual. Malgré l'envoi de renforts, les Espagnols sont dans un bourbier. Abdelkrim, qui a réussi à s'associer avec la tribu du Bela, parvient à prendre Chefchaouen, qui était sous occupation espagnole. La saison de pluie débute, le moment qu'attendait Abdelkrim pour frapper. Sur un terrain escarpé et boueux, les 7000 Rifains, répartis en petits groupes mobiles, attaquent par surprise les Espagnols, souvent la nuit, avant de s'évanouir dans les montagnes. C'est un harcèlement constant. La retraite espagnole est une bérizena. Un mois plus tard, des troupes arrivent à Tétouan. Entre 15 000 et 20 000 soldats espagnols ont péri. Là, l'Espagne comprend que cette guerre va être difficile à gagner et commence à se rapprocher de la France. Au départ, la France, dirigée par Lyautey, se tenait à l'écart de ce conflit, qu'il considérait comme un guêpier. Mais secrètement, Lyautey souhaitait une défaite espagnole pour reprendre la région. Il a envoyé des troupes à la frontière du Rif, sur la rive droite de l'Ouarga, limitrophe du Maroc espagnol. Abdelkrim, qui a réussi à soumettre les derniers opposants rifains, se tourne vers cette vallée fertile, car il est vital de contrôler ce grenier à blé. La guerre a ravagé des récoltes, provoquant une famine. L'offensive des rebelles rifains surprend les Français, qui doivent abandonner de nombreux avant-postes. Les troupes rifaines sont à 40 km de Fès. La ligne de défense est tenue par 60 000 Français. À Paris, l'agitation s'empare du pouvoir. Lyautey est jugé et mis à l'écart. C'est le maréchal Pétain qui lui succède. Philippe Pétain est très proche du dictateur Primo de Rivera. Il opte pour une coopération franco-espagnole afin d'écraser les indépendantistes rifains. Le plan consiste à faire débarquer les Espagnols à El Husseima, sous protection de la marine française, tandis que les troupes de Pétain attaqueraient au sud. L'objectif est de prendre Ajdir, la capitale du Rif. Après avoir bombardé toute la région, notamment avec du gaz toxique, l'opération débute le 8 septembre 1925. L'armada de plus de 100 navires approche des côtes et débarque 16 000 Espagnols. Et parmi les soldats espagnols qui participent à cette guerre, on trouve Francisco Franco. Il a 34 ans et il est le plus jeune général d'Europe. 5000 Rifains résistent. La conjugaison de troupes au sol, de bombardements aériens et d'artillerie les oblige à battre en retraite. Et 3 semaines plus tard, Ajdir est prise par les Espagnols. Et parallèlement, 40 000 Français attaqueraient par le sud et font face à 20 000 Rifains. La France a employé les grands moyens, chars ultramodernes, artillerie lourde et aviation. De nombreuses tribus se soumettent et le front se stabilise. Le maréchal Pétain privilégie de grandes offensives pour éviter de tomber dans les pièges des escarmouches et des attaques surprises, tandis que les Français et les Espagnols élaborent un plan d'attaque conjoint pour une grande offensive finale. Abdelkrim el-Khattabi voit son autorité affaiblie et tente de négocier. La conférence d'Oujda vise à régler le conflit, mais Abdelkrim est intransigeant. Il souhaite une autonomie relative pour le Rif. Il libérera les prisonniers qu'à cette condition, mais les Occidentaux refusent. Et le mai 1926, l'offensive franco-espagnole est lancée. 100 000 hommes, 100 000 soldats franco-espagnols
espagnole, appuyés par un soutien aérien de 150 avions, prennent en étau les forces Rifanes, qui est réduite à environ 15 000 hommes. Les tribus se soumettent une à une, et Abdelkrim, plus isolé que jamais, libère les prisonniers, et se rend en français le 26 mai. Il faudra un an pour les troupes franco-espagnoles pour définitivement soumettre les tribus des montagnes et pacifier la région. Abdelkrim el-Khattabi est envoyé à la Réunion, puis s'installe en Égypte en 1947, où il terminera sa vie paisiblement en 1963. Et après la guerre, les Français et les Espagnols consolident leur pouvoir sur le Maroc, renforçant leur présence et continuant leur politique de modernisation. En France, la guerre du Rif a été totalement oubliée, mais en Espagne, l'humiliation qui a été subie a poussé à la modernisation de l'armée et à la montée du régime militaire. Et déjà dans cette guerre, des crimes de guerre ont été commis par les soldats espagnols mais aussi français. Et Francisco Franco, qui était général à cette époque, il a participé à ces crimes de guerre. La guerre du Rif, menée par Abdelkrim el-Khattabi, est devenue une source d'inspiration pour tous les mouvements de libération dans le monde. Abdelkrim est devenu un modèle à suivre. Son expérience et sa stratégie militaire a été copiée et adaptée par de célèbres révolutionnaires, Kim Il-sung, Mao Tse-tung et Ho Chi Minh en Indochine. Il a même créé un modèle inspirant pour tous les indépendantistes. Et la guerre du Rif va être un exemple à suivre pour tous les leaders africains anticolonialistes. Dans les années 20, en Italie, Benito Mussolini arrive au pouvoir et instaure une dictature fasciste. Ce type, il a un projet fou. Il veut fonder un nouvel empire romain. Et en Libye, depuis des années, une résistance a été menée contre la colonisation italienne. Cette résistance a été menée par Omar al-Mukhtar, un imam, un chef religieux et aussi un chef militaire respecté, surnommé le lion du désert. Et avec sa connaissance parfaite du terrain, du désert, des montagnes et du relief, il emploie des tactiques de guérilla. Il harcèle les troupes italiennes, mène des attaques surprises et des embuscades, et récupère aussi des armes et des munitions aux Italiens. Et quand Mussolini est arrivé au pouvoir en Italie, il a mené une guerre totale contre les Libyens. Il a chargé l'un de ses sbires, Rodolfo Graziani, qui est un général de l'armée italienne, d'écraser la résistance libyenne. Graziani est un général ultra brutal, et c'est un haut responsable du fascisme italien. Et là, il va commettre des massacres, va déporter des populations, et va construire des camps de concentration. Et dans les camps, les Libyens sont affamés, et des maladies vont se développer. L'armée italienne attaque sans pitié les malades, les personnes âgées, les enfants. Il bombarde et détruit des villages et massacre des civils. Et là, 50 000 Libyens sont tués. Quant à Omar al-Mukhtar, il sera capturé et exécuté en 1931 par pendaison. Et jusqu'à aujourd'hui, Omar al-Mukhtar en Libye, il est représenté comme un héros national. Il est aussi le symbole de la dignité et de la résistance. Il est même une figure en Afrique. Puis le 8 octobre 1935, l'Italie de Mussolini attaque l'Éthiopie, depuis l'Érythrée et la Somalie italienne. Les principaux commandants militaires italiens, c'est Pietro Badoglio, puis Rodolfo Graziani. Là, l'armée italienne va utiliser les pires méthodes. Massacre de population, destruction de villages, aviation aérienne, utilisation d'armes chimiques, même des méthodes de torture, et ils vont même provoquer la famine contre des enfants et des personnes âgées. Et surtout, ils vont même utiliser des lance-flammes pour incendier des villages. Ils vont carrément commettre un crime de guerre. Les Éthiopiens vont résister d'une manière acharnée contre les Italiens, mais ils vont finir par être vaincus. En 1936, Addis Abeba tombe et l'Éthiopie est annexée par l'Italie. Puis en 1939, jette la Seconde Guerre mondiale, où à la Première Guerre mondiale, les puissances européennes vont enrôler des milliers d'Africains pour combattre à leur côté contre l'Axe. Et c'est la même chose avec l'Amérique. Et oui, les Latino-Américains, durant la Première et Deuxième Guerre mondiale, ils ont participé aux côtés des Américains et des Alliés. Et depuis très longtemps, l'Amérique latine est la chasse gardée des États-Unis. Et ça grâce à la doctrine Monroe et le début de l'impérialisme US sur l'Amérique latine à la fin du 19e siècle. Et chaque région en Amérique latine sont des quasi-protectorats des États-Unis. À Guantanamo, ils ont installé une base navale et ils ont surtout contrôlé le canal du Panama. Et oui, les États-Unis avec l'Amérique latine, c'est exactement comme l'Europe avec l'Afrique. Depuis très longtemps, les États-Unis ont causé des ingérences en Amérique latine. Et ils sont aussi intervenus militairement dans plusieurs pays de ce continent. Par exemple, en 1915, ils ont occupé le Haïti. Et là-bas, ils ont pillé les ressources, commis des massacres, et ils ont aussi confisqué des terres aux populations au profit des compagnies étrangères. Ils ont même imposé à la population le travail forcé. Ils ont violemment réprimé les paysans qui se sont révoltés. Et ils se sont retirés du Haïti en 1934, laissant derrière eux un pays dévasté et affaibli économiquement.
Et surtout, les États-Unis ont créé un lien de dépendance avec plusieurs pays latino-américains. Et il y a aussi le dollar qui permet aux États-Unis d'investir afin d'exploiter de nombreuses ressources. Et durant très longtemps en Amérique du Sud, il y a eu une émigration clandestine d'Européens venus d'Espagne, du Portugal, d'Italie et aussi de l'Allemagne. Par exemple en Argentine ou là en Chili, on trouve plusieurs régions qui parlent allemand. Et durant la Seconde Guerre mondiale, l'Argentine était neutre. Au de la Seconde Guerre mondiale, le 8 mai 45, la France célèbre sa victoire contre l'Allemagne. Et dans ce temps-là, en Algérie, des manifestations ont éclaté menées par des Algériens qui demandent l'autodétermination et l'indépendance. Les autorités et l'armée française ont brutalement réprimé cette manifestation. Ils ont provoqué un génocide. Wahran, Guelma, Kharrata, il y a eu des dizaines de massacres perpétrés par l'armée française contre des populations algériennes. Les colons ont aussi participé à ces massacres. Et surtout, la France, elle a fait la même chose dans d'autres pays d'Afrique. Au Sénégal, par exemple, le 1er décembre 1944. Dans le camp de Tiaroy, près de Dakar, les soldats tirailleurs sénégalais ont manifesté pour demander leur salaire. L'armée française a encerclé le camp et a ouvert le feu sur les tirailleurs sénégalais, faisant des centaines de morts. Les massacres commis par la France en Algérie vont mener à la guerre d'indépendance de l'Algérie. Les Algériens qui ont combattu dans l'armée française durant la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Indochine ont déserté et ont participé à la création du FLN et de l'ALN, l'armée de libération nationale. Et le 1er novembre 1954, le FLN déclenche la guerre d'Algérie. C'est le début de la révolution algérienne. Le FLN va mener des séries d'attentats, de sabotages et va mener des insurrections contre la France dans toute l'Algérie. Et là, l'armée française va mener une répression brutale. Elle va commettre un crime de guerre. Cette guerre d'indépendance va faire des milliers de morts et elle va durer pendant 7 ans et demi. Et 1,5 million de martyrs algériens vont tomber. Et cette guerre va se terminer avec la signature des accords d'Évian et l'indépendance d'Algérie qui sera proclamée le 5 juillet 1962. Et surtout, la révolution algérienne et les méthodes du FLN vont être une source d'inspiration et un exemple à suivre pour tous les mouvements de libération dans le monde. Et surtout à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Italie moussoliniste a perdu des colonies en Afrique qui ont été libérées avec l'aide des Alliés. Et en 1948, en Afrique du Sud, l'État d'apartheid a été créé. Ce régime ségrégationniste, racial, a été fondé par des suprémacistes blancs afrikaners. Et ce régime, il interdit l'égalité entre les Noirs et les Blancs, aux États-Unis. Aux États-Unis, la ségrégation كانت دايرة حالة, surtout dans le début des années 20. En Oklahoma, à Tulsa, du 31 mai au 1er juin 1921, un jeune cireur de chaussures afro-américain a trébuché dans l'ascenseur sur une femme blanche. Il a soi-disant été accusé d'agression sexuelle. Et là, il a été arrêté et la presse blanche l'a appelé au lynchage. La population afro-américaine, elle s'est rassemblée pour le protéger. Et là, des milices de suprémacistes blancs armés ont attaqué le quartier afro-américain de Greenwood. Et là, ils ont commis un massacre. Et ils ont pillé les maisons des afro-américains et les ont incendiées. Ils ont même utilisé des avions pour larguer des bombes incendiaires. La police et les autorités n'ont pas intervenu pour protéger la communauté afro-américaine. Certains policiers ont participé à cette attaque. Résultat, on estime que 100 à 300 afro-américains ont trouvé la mort. 1200 maisons détruites, 10 000 d'afro-américains se sont retrouvés dans la rue et 6 000 noirs sont envoyés en prison. Et jusqu'à aujourd'hui, ce drame est resté impuni. Personne n'a été jugé et condamné pour ce crime de guerre. Déjà dans la fin des années 50 et dans le début des années 60, plusieurs pays africains vont se libérer, que ce soit politiquement, militairement, et surtout en Afrique, il y a eu plusieurs leaders nationalistes africains. Ahmed Ben Bella, le premier président de l'Algérie depuis 1963, et il y a aussi Patrice Lumumba, le père de l'indépendance du Congo belge, Julius Nyerere de la Tanzanie, et il y a aussi Jamal Abdel Nasser, qui a mené une révolution en Égypte en 1952 et a défié l'Occident en nationalisant le canal de Suez en 1956. Ce type est le leader du monde arabe et aussi une figure du nationalisme arabe.
Et dans d'autres pays d'Afrique, il y a eu des révolutions et des guerres d'indépendance, comme celle de l'Algérie, qui au Cameroun et au Kenya avec la révolte des Mao Mao. Et après son indépendance, l'Algérie est devenue une terre d'accueil pour tous les mouvements de libération, que ce soit en Afrique mais aussi dans le monde. La capitale algérienne, Alger, va être appelée la Mecque des révolutionnaires. Ce nom a été donné par Amilcar Cabral, un grand révolutionnaire et leader du PAIGC, qui lutte contre l'Empire portugais dans la Guinée-Bissau et dans le Cap-Vert. Et ça, c'est la même chose avec l'Amérique, surtout en Amérique latine. Qui au Mexique sera une révolution menée par Emiliano Zapata. Zapata est un ancien propriétaire qui a perdu ses terres au profit des compagnies étrangères. Et c'est comme ça qu'il s'est radicalisé et est devenu révolutionnaire. Emiliano Zapata est mort assassiné en 1919. Il y a aussi Cuba, cette grande île des Antilles est depuis longtemps victime d'ingérence américaine. Et entre 1953 et 1959, il y a eu une révolution menée par Fidel Castro contre le régime de Batista, un dictateur fantoche mis par les USA grâce à un coup d'État. En 1959, il a été renversé par la guérilla révolutionnaire menée par Fidel Castro, qui était un ancien avocat devenu révolutionnaire. Les héros de cette révolution, il y a Fidel Castro, mais aussi Ernesto Che Guevara, qui est un ancien étudiant de la médecine devenu révolutionnaire. Ce type, jusqu'à aujourd'hui, il représente le symbole de la révolution et de la lutte contre l'impérialisme, le colonialisme et l'injustice. Et après le succès de la révolution cubaine, le Che veut exporter la révolution dans le monde entier. Déjà l'Afrique et mal l'Amérique latine, les pays de ces deux continents vont être dirigés par des dictatures et des régimes autoritaires, fantoches ou la souverains, comme le Nicaragua par exemple. Depuis très longtemps, il était occupé par les États-Unis. En 1933, les Américains se retirent du Nicaragua. Et en 1934, Anastasio Somoza Garcia, général de la garde nationale, fait assassiner le président Augusto César Sandino, qui est une figure contre l'impérialisme. Et en 1936, Somoza instaure une dictature dynastique militaire ultra brutale, soutenue par les États-Unis. Arrestations, assassinats, tortures, disparitions devient monnaie courante. Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale et les bombardements de Nagasaki et Hiroshima au Japon attribués aux États-Unis, les États-Unis se sont retrouvés en guerre froide avec l'Union soviétique. La Corée et le Vietnam sont les lieux les plus disputés dans la guerre froide. Et les États-Unis veulent empêcher que les pays voisins d'Amérique latine puissent basculer dans le communisme. Les États-Unis ont entamé des négociations pour établir une défense commune sur le continent. Et en 1947, il y a eu le pacte de Rio, qui est un traité interaméricain d'assistance réciproque, établi qu'une attaque sur un État américain est considérée comme une attaque sur tous les pays américains. Et dans ce traité, l'Union soviétique est visée. Elle est considérée de peu rouge. Et cela mène à la doctrine de la sécurité nationale, qui justifie un coup d'État contre un État jugé trop socialiste et trop communiste, afin de garantir la défense et la sécurité du pays. Qui par exemple fut le Guatemala. En 1951, le président Jacobo Arbenz Guzman a été élu démocratiquement en 1951. Ce président a appliqué des réformes sociales et nationalistes. Et les États-Unis jugeaient son gouvernement trop communiste, alors qu'il n'était pas communiste. La vérité, c'est que les réformes qu'il a appliquées, ils ont touché les intérêts des compagnies américaines et occidentales. Et là, la CIA, les services secrets américains, ils ont envoyé des mercenaires dirigés par Carlos Castillo Armas, et là ils renversent le régime de Arbenz en 1954. Puis Castillo Armas prend le pouvoir et instaure une dictature. Toute opposition est brutalement réprimée. Arrestations et tortures sont pratiquées. Castillo sera assassiné par balle par son garde du corps en 1957. Et là, le pays va basculer dans la corruption et la pauvreté et la crise économique. Et dès 1960, le Guatemala va basculer dans la guerre civile. Et dès 1951, des accords bilatéraux sont conclus entre les États-Unis et plusieurs pays latino-américains. Les USA forment des officiers militaires, fournissent armes et équipements, partagent des informations confidentielles et envoient même des conseillers. Et à Cuba, après que Fidel Castro a renversé Fulgencio Batista grâce à la révolution qu'il a menée en 1959, il va imposer un régime socialiste et va aussi nationaliser les secteurs clés, et il va surtout se rapprocher des pays des fronts de l'Est, y compris l'URSS. Et cela ne va pas plaire aux États-Unis. En 1961, le président John Fitzgerald Kennedy arrive au pouvoir et succède à Dwight Eisenhower. Et pour renverser le gouvernement de Castro, راح يديروا exactement كما في Guatemala. Aux États-Unis et en Amérique centrale,
La CIA a entraîné et armé des Cubains anti-Castro. Et là, il y a eu l'opération du débarquement de la baie des Cochons. Les USA pensaient à provoquer à Cuba un soulèvement anti-Castro, mais ils se sont trompés. L'opération a tourné au fiasco. La population n'a pas soutenu les insurgés et l'armée cubaine a repoussé l'invasion. Plusieurs assaillants ont été tués, d'autres sont arrêtés et d'autres sont en cavale. Puis là, les États-Unis ont lancé un embargo commercial sur Cuba pour l'asphyxier. Et contre le régime cubain, ils ont lancé des campagnes de meurtres, d'attentats, d'assassinats et de sabotage pour défaire le régime cubain. La CIA soutenait les groupes paramilitaires anti-Castro, Kimal Alpha 66, fondé par Antonio Veciana, un opposant cubain exilé à Miami. Et c'est aussi un collaborateur de la CIA. Et il y a aussi d'autres groupes paramilitaires cubains anti-Castro. Déjà Che Guevara, après la révolution de 1959 à Cuba, il est parti en voyage en Afrique du Nord. Il a visité l'Égypte, où il a rencontré Jamal Abdel Nasser, et il a rencontré aussi le leader liban, Abdelkrim al-Khattabi. Et oui, Abdelkrim al-Khattabi, il est aussi une source d'inspiration pour les révolutionnaires cubains. Ernesto Che Guevara et Abdelkrim al-Khattabi ont discuté pendant quelques heures en espagnol. Le Che lui a dit que le Rif était une zone idéale pour la guérilla. C'était tout un symbole. Il a aussi visité le camp de réfugiés palestiniens à Gaza, en Palestine. Et il a aussi voyagé en Syrie, où il a visité la grande mosquée des Omeyyades, fi Dimashq. En octobre 1963, une guerre des sables a éclaté entre le Maroc et l'Algérie. Le Maroc veut annexer la bande des sables, et Tindouf ou Béchar. L'Algérie a été soutenue par l'Égypte et Cuba. Cette guerre n'a duré que quelques mois, et s'est terminée avec un statu quo. Après l'indépendance de l'Algérie, Ahmed Ben Bella a visité les États-Unis où il a fait la rencontre de John Fitzgerald Kennedy, puis il a visité la Havane à Cuba où il a fait la rencontre de Fidel Castro et de Ernesto Che Guevara. Après ça, le Che a visité l'Algérie. Il est resté pendant quelques jours et il a fait de Alger une base arrière pour des guerrieros marxistes sud-américains. La Havane Kentkima Alger, une terre de révolutionnaires. Le Congo-Kinshasa est devenu indépendant en 1960, au 30 juin, et ça grâce au mouvement nationaliste congolais mené par Patrice Lumumba, qui est le père de l'indépendance du pays. Son objectif, la souveraineté totale du Congo. Il veut un Congo indépendant et uni. Et surtout, il s'est rapproché de l'Union soviétique. Les Occidentaux le voyaient comme une menace pour leurs intérêts. Puis en septembre 1960, Patrice Lumumba est renversé et destitué de son poste de Premier ministre par son ancien allié, Joseph Désiré Mobutu, et placé en résidence surveillée. Puis après ça, Lumumba s'est échappé et a tenté de rejoindre ses partisans à Stanleyville. Mais il a été arrêté par les forces du colonel Mobutu. Et là, il a été battu, humilié et violenté devant le public, mais aussi sous les yeux de sa femme et de son fils. Puis là, le colonel Mobutu le livre à Moïse Tshombe, celui qui contrôle le Katanga, une riche province du Congo. Puis là, Tshombe torture et exécute Lumumba le 17 janvier 1961. Et tout ça avec la complicité des USA et de la Belgique. Jusqu'à aujourd'hui, Patrice Lumumba est représenté comme un héros national du Congo, mais aussi une figure panafricaine. Et là, Che Guevara, avec l'aide de l'Algérie, ils sont allés au Congo avec plusieurs révolutionnaires cubains de couleur noire pour soutenir la guérilla lumumbiste congolaise. Mais malheureusement, ça a été un échec. Les rebelles congolais sont indisciplinés, boivent trop, terrorisent la population et vont jusqu'à s'entretuer. Les conditions de la guérilla n'étaient pas parfaites. Maintenant, le Che et ses guerrieros se retirent de l'Afrique pour des foyers de guérilla en Amérique latine. En Afrique du Sud, le leader de l'ANC, Nelson Mandela, lutte depuis très longtemps contre le régime de l'apartheid. Il croyait à la non-violence pour faire changer les choses. Et là, en 1960, à Sharpeville, il y a eu une manifestation menée par des Noirs sud-africains contre le régime de l'apartheid. La police blanche a brutalement réprimé cette manifestation en ouvrant le feu sur les manifestants. Ce massacre a fait 70 morts et près de 200 blessés. Nelson Mandela a compris que ce régime de l'apartheid ne pourra être combattu que par la force. Là, il abandonne la non-violence et fonde la branche armée de l'ANC et fait le tour de l'Afrique à la recherche d'aide et de soutien. Et là, il s'est retrouvé à Oujda, au Maroc, près de la frontière algérienne. Il a fait la rencontre avec les militants du FLN. Et là, il a été formé et entraîné par le FLN. Et quand il est revenu en Afrique du Sud en été 1962, il a été arrêté par les autorités de l'apartheid et il a été jeté en prison. Et ça avec la complicité de la CIA. Mais malgré ça, l'Algérie va continuer à soutenir l'ANC jusqu'à la fin de l'apartheid. Mais l'Algérie soutient aussi les fronts de la Namibie et de la Rhodésie qui luttent contre le pouvoir des Blancs. Et le 22 novembre 1963,
Le président Kennedy est assassiné à Dallas, d'une balle dans la tête. L'assassin du président s'appelle Lee Harvey Oswald, ex-soldat de la marine américaine qui a vécu en URSS et devenu pro-castriste. Et celui qui succède à Kennedy, c'est Lyndon B. Johnson. Et surtout les États-Unis, eux, ils craignent que la révolution cubaine puisse contaminer les autres pays d'Amérique latine. Et cela va justifier la mise en place des États autoritaires dans ce continent. Chaque pays en Amérique du Sud connaît des situations particulières. Des dictatures justifiant la lutte contre le communisme s'installent dans de nombreux pays sud-américains. Et cela débute en Paraguay. En 1954, le général Alfredo Stroessner, candidat charismatique dans l'élection présidentielle, il se fait élire grâce à des fraudes électorales, jusqu'en 1989. Après avoir pris le pouvoir, il instaure un état de siège et toute opposition est brutalement réprimée. Et en 1964 au Brésil, le président João Goulart, qui a tenté des réformes sociales, est renversé par un putsch militaire soutenu financièrement par la CIA. Le Congrès est dissous, la Constitution suspendue, un centre d'instruction important pour lutter contre les révolutionnaires dans la jungle est créé. Les militaires organisent des escadrons de la mort qui sillonnent le pays et écrasent toute opposition. En Bolivie depuis 1962, plusieurs dictatures militaires s'enchaînent. Et en octobre 1967, avec le soutien de la CIA, l'armée bolivienne a écrasé et éliminé la guérilla révolutionnaire menée par Che Guevara. Puis Che Guevara a été exécuté. Et en 1970, un président socialiste est élu, Juan José Torres. Puis en août 1971, avec le soutien de la CIA et du régime militaire brésilien, le général Hugo Bonzel Soares dirige un coup d'état militaire et renverse le régime de Juan José Torres. Opposition muselée et répression féroce, recevant même les conseils de l'ancien nazi Klaus Barbie, réfugié en Bolivie. Ce pays devient un haut lieu du trafic de drogue et l'Uruguay connaît une instabilité politique, économique chronique durant les années 50. L'inflation et la crise bancaire déstabilisent les gouvernements qui se succèdent sans résoudre les difficultés. Et en juin 1968, des mesures d'exception qui vont devenir permanentes sont promulguées. Climat censure, détention sans inculpation, internement des syndicalistes. La situation est très tendue entre groupes d'extrême droite soutenus par la CIA et groupes d'extrême gauche, comme le mouvement des Tupamaros, qui ont enlevé et exécuté un conseiller militaire américain venu dispenser l'art de la torture aux forces armées uruguayennes. Et en 1970, le Parlement vote l'état de guerre interne, un conflit entre le gouvernement et l'armée, et quant à la nomination du ministre de la Défense nationale, conduit au putsch militaire de juin 1973. Le régime suspend la Constitution. L'armée et la police poursuivent, torturent et exécutent toute opposition. Au Chili, la situation économique n'est pas très catastrophique, et ça grâce aux réformes appliquées par le président Eduardo Frei Montalva de 1964 à 1970, qui m'a réforme agraire, nationalisation de mines de cuivre et création d'aides d'assistance en cas d'accident du travail et construction de 130 000 logements permet une croissance de 4% malgré une inflation de 26%. La politique de ce président est modérée mais elle tend vers la gauche. Et aux élections de septembre 1970, c'est un candidat charismatique qui est élu, Salvador Allende, un ancien médecin façonné par le socialisme et le marxisme et par le processus démocratique. Il vise à mettre en place un régime socialiste. Il est financièrement soutenu par le KGB, ce que les USA ne peuvent ignorer. Après qu'il ait pris le pouvoir, il poursuit la politique de Frei et nationalise les secteurs clés, banque, cuivre, agroalimentaire, télécommunications, augmente les salaires de 40 à 60%, construit des logements, rend les cantines scolaires gratuites et bloque le prix de certains produits. Et cela a fait baisser l'inflation et l'augmentation de la croissance. Et en 1972, il y a eu une crise économique et une pénurie s'est installée. Et là, des mouvements sociaux apparaissent. Les femmes chiliennes protestent contre la pénurie lors des marches des casseroles vides. Et surtout, il y a eu un grand mouvement financé par la CIA. La grève d'octobre débute avec un arrêt de travail des camionneurs. Et surtout, les USA soutiennent les mouvements terroristes d'extrême droite. Allende appelle l'armée pour faire calmer la droite et forme un gouvernement de défense national en août 1973. Les députés adoptent une résolution qui condamne Allende et fait appel à l'armée pour le destituer. Et le 11 septembre 1973, à la tête des forces armées,
Le général Augusto Pinochet, un homme très anticommuniste et conservateur et surtout extrémiste avec les autres dirigeants militaires, il fait un coup d'État. Mais ce coup d'État a tourné à l'affrontement. La marine chilienne s'est emparée de la ville de Valparaiso. Les lignes de communication sont coupées. Les stations de radio et les chaînes de télévision tombent aux mains des militaires. Les antennes relais sont bombardées par l'aviation. Le président Allende s'est réfugié dans le palais présidentiel de la Moneda. La junte formule ses demandes par télécommuniqué. Le président doit transférer ses pouvoirs aux militaires, sinon la Moneda sera bombardée. Puis après, l'armée bombarde la Moneda et les militaires attaquent le palais présidentiel. Et quand la Moneda est en flammes, Salvador Allende se suicide en se tirant 2 balles dans la tête. Après le coup d'État, Pinochet prend le pouvoir et instaure une dictature militaire ultralibérale. Puis après, il y a l'Argentine. Depuis 1946, elle est dirigée par Juan Domingo Perón. C'est un militaire et un grand admirateur de Mussolini et c'est un leader nationaliste et populiste. Et il s'oppose farouchement à l'impérialisme américain. Il rejette le capitalisme américain et le communisme soviétique. Lui, il veut faire de l'Argentine un État fort, indépendant économiquement et souverain et moderne. Il est basé sur sa doctrine, qui compose 3 piliers: justice sociale, indépendance économique et souveraineté politique. Mais il va surtout gouverner d'une poignée de fer. Il contrôle les médias, il réprime les opposants et se met même en conflit avec l'Église. Et en 1955, il est renversé par un coup d'État militaire. Et là, l'Argentine plonge dans la crise. Des coups d'État militaires se succèdent. Et même au sein de l'armée, les tensions sont constantes entre généraux. Et dans cette longue période, voient de nombreux groupes armés d'extrême droite et d'extrême gauche qui s'entretuent. Un climat de violence perpétuelle imprègne la société. Et en 1973, il y a eu des élections démocratiques qui voient le retour de Juan Perón. Il va y rester au pouvoir jusqu'à sa mort en 1974. Et là, le pays a replongé dans la crise. Et pour mettre fin au chaos, le 24 mars 1976, le général Jorge Rafael Videla instaure une dictature militaire. Puis il y a aussi le Pérou qui bascule dans le même type de régime autoritaire en 1975. Ces dictatures militaires ont un point commun. Ils sont tous arrivés au pouvoir avec le soutien discret et bien réel de Washington, notamment avec l'ingérence politique et économique visant à déstabiliser le système, ou bien par le financement des armes et la formation des soldats à la répression. Tous ces régimes militaires ont pour but d'éliminer toute subversion communiste, en employant des tactiques de guérilla, de torture et d'exécution. Les libertés civiles et politiques sont abrogées et la censure instaurée, et un climat de guerre permanent contre des ennemis intérieurs relayés par la propagande. Étudiants, syndicalistes, intellectuels sont les cibles de ces régimes. Et en Afrique, beaucoup de pays vont connaître des régimes autoritaires. En Algérie par exemple, en 1965, le président Ahmed Ben Bella est renversé par un putsch mené par Houari Boumediene, le numéro 2 du gouvernement et ministre de la Défense. Allah yarhamou. Il était aussi l'homme fort de la révolution algérienne. Après s'être emparé du pouvoir, il met un régime socialiste, islamique et nationaliste. Il nationalise des secteurs clés comme les hydrocarbures, il lance des réformes pour moderniser l'Algérie et centraliser l'État, il lance même des projets industriels et modernise aussi l'agriculture. Mais il va aussi gouverner d'une poignée de fer. L'armée est la détentrice du pouvoir et le FLN reste un parti unique. Et durant le règne de Boumediene, l'Algérie rejoint le mouvement des non-alignés dans la guerre froide. Mais elle va aussi se rapprocher des pays de front de l'Est et des pays communistes, comme l'Union soviétique, la Chine, la Corée du Nord et surtout Cuba de Fidel Castro. Et l'Algérie reste aussi la Mecque des révolutionnaires. L'Algérie de Boumediene soutient aussi le mouvement de libération du Sud-Vietnam, les Viet Cong, qui luttent contre l'occupation américaine. Elle soutient aussi le Front de libération du Québec, de la Corse, de la Bretagne française, même des îles Canaries et surtout l'IRA de l'Irlande. Puis il y a aussi la Libye. Après s'être libérée de la colonisation italienne avec l'aide des Alliés, elle est gouvernée par une monarchie dirigée par Idriss Ier. Mais cette monarchie, elle est corrompue et elle ne sert pas les intérêts du peuple. Elle est fidèle à l'Occident
et elle est soumise à l'impérialisme. En Libye, il y a des bases militaires américaines et anglaises et le pétrole est exploité par les États-Unis. Et en 1967, dans la guerre entre Israël et plusieurs pays arabes comme l'Égypte, la Jordanie et la Syrie a éclaté, le roi Idriss n'a pas soutenu les armées arabes. Il a laissé les Américains utiliser leurs bases en Libye pour lancer des bombardements en faveur d'Israël. Et en 6 jours, Israël a écrasé les armées arabes. La population en Libye a vu cette décision prise par le roi Idriss comme une trahison. Et en 1969, le colonel Muammar al-Kadhafi, avec son mouvement des officiers libres, fait un coup d'État contre la monarchie et proclame la République. Ce coup d'État a été effectué sans effusion de sang et il a été soutenu par la population. Après le coup d'État, Kadhafi prend le pouvoir et après s'être emparé du pouvoir, il met en place un régime islamique, socialiste et nationaliste. Il expulse les Américains et les Anglais et les compagnies étrangères et nationalise les secteurs clés comme les industries pétrolières et les banques. Mais il va aussi gouverner la Libye d'une poignée de fer. Et dans la guerre froide, la Libye reste neutre. Mais sous Muammar al-Kadhafi, la Libye va aussi soutenir des groupes rebelles et armés qui luttent contre l'impérialisme et le néocolonialisme. Comme la Havane et Alger, Tripoli devient à son tour une terre de révolutionnaires. Puis il y a aussi la Tunisie. Après son indépendance en 1956 vis-à-vis de la France, Habib Bourguiba, qui est le père de l'indépendance de la Tunisie, arrive au pouvoir en 1957 et devient le premier président de la Tunisie. Et après s'être emparé du pouvoir, il instaure un régime libéral et laïque. Et il améliore la santé et l'éducation dans son pays. Il lance des réformes pour moderniser la Tunisie. Et surtout, il s'inspire du modèle occidental. Puis il y a aussi la République Centrafrique. Après son indépendance, le 1er décembre 1958, en 1960, David Dacko prend le pouvoir et devient le premier président de la République Centrafrique. Et en 1966, il est renversé par son cousin, Jean Bedel Bokassa, qui est un ancien officier de l'armée française, devenu chef dans l'armée centrafricaine. Après que Bokassa s'est emparé du pouvoir, il instaure une dictature brutale. Et en 1976, il fonde l'Empire centrafricain, une sorte de monarchie, inspirée du modèle européen. Puis il y a l'Ouganda, en 1971, le premier ministre Milton Obote est renversé par un coup d'état militaire dirigé par Idi Amin Dada, un ancien officier de l'armée britannique. Ce coup d'état a été soutenu par le Royaume-Uni et Israël. Après avoir pris le pouvoir, il instaure une dictature brutale et durant son règne, il rompt toute relation avec l'Angleterre, l'Occident et Israël et se rapproche des pays arabes et aussi de l'URSS. En 1965, Maurice Thiambé, l'assassin de Lumumba, a été destitué de son poste de premier ministre par un coup d'état effectué par Joseph Désiré Mobutu. Alors qu'il était en exil en Espagne, lors de son voyage en 1967, son avion a été détourné vers Alger. Et là, il a été arrêté par les autorités algériennes. Mobutu a envoyé une délégation à Alger pour demander l'extradition de Tsombé, mais l'Algérie refuse. Moïse Tsombé reste prisonnier du gouvernement algérien. Il meurt le 29 juin 1969 à Alger. Mobutu devient le maître absolu du Congo-Kinshasa. Il s'autoproclame maréchal et va nommer le Congo Zaïre. Il va même changer son nom. Il devient Mobutu Sese Seko. Il ordonne à son peuple de se nommer avec des noms africains et aussi à s'habiller à l'africaine. Mais il va régner par la terreur et la corruption. Durant son règne, il va détourner des milliards. Il va se construire une fortune personnelle. Il est soutenu par les États-Unis et l'Occident, qui voient en lui un allié contre le communisme. En 1974, au Portugal, il y a eu la révolution des œillets, menée par des officiers portugais opposés aux guerres coloniales menées par leur pays. Il renverse la dictature fasciste et met fin à l'empire portugais. Le pouvoir est transféré aux mains des civils. Et l'homme qui incarne ce pouvoir, c'est Mário Soares, qui est devenu ministre des Affaires étrangères. Cette révolution des œillets va mener à la libération des colonies portugaises en Afrique. Et là, il y a eu des négociations avec les mouvements de libération africains. Les accords de paix ont été signés à Alger. La Guinée-Bissau obtient son indépendance en 1974. Puis il y a le Mozambique, l'Angola et le Cap-Vert qui obtiennent leur indépendance en 1975. En 1970, Jamal Abdel Nasser meurt et celui qui le succède c'est Anwar Sadat. Et après la guerre de Kippour en 1973 et la victoire d'Israël grâce au soutien des États-Unis, l'Égypte de Sadat normalise ses relations avec l'entité sioniste.
et le projet du panarabisme vole en éclats. Sadat est vu comme un traître et durant son règne, l'Égypte va se rapprocher des pays de l'Occident. Aux États-Unis, il y a le mouvement des Black Panther Party. C'est un mouvement afro-américain qui lutte contre la ségrégation raciale. Ce mouvement, il est soutenu par Cuba, l'Algérie, la Libye de Kadhafi et aussi la Chine. Les leaders du Black Panther, Kima Stokely Carl Michael et Eldridge Cleaver, ont trouvé refuge à Alger. Et en juillet 1969, il y a eu un festival panafricain à Alger. Ce festival a été réalisé par Boumediene pour faire d'Alger une capitale panafricaine. En Amérique latine, au Chili, après le coup d'État du 11 septembre 1973 contre Allende, Pinochet va renforcer sa dictature. Pinochet a lancé une campagne de désinformation. Ils ont découvert un complot nommé Plan Z, qui vise à assassiner des militaires et des journalistes, et aussi des opposants. Un complot qui a été monté par Allende, et cela va justifier la persécution des marxistes. Pinochet va abolir la Constitution et fermer le Parlement, et va censurer la presse et la télévision, et instaure un état de siège, et organise un couvre-feu. Interdiction des partis politiques, il impose aussi une loi martiale, qui permet des exécutions sans procès. Des lieux comme le Stade National devient un camp d'enfermement et de torture, et d'exécution. Et Pinochet va carrément utiliser une caravane de la mort, qui remonte dans tout le Chili, qui élimine dirigeants politiques et détenus de droit commun. Une police politique a été créée, nommée la DINA. Elle se permet toutes les brutalités. La paranoïa et la peur s'installent dans tout le pays, mais aussi dans d'autres pays d'Amérique latine. Les dictatures sud-américaines vont lancer une croisade anticommuniste et vont chercher à coopérer ensemble. Ils vont lancer l'opération Condor. C'est une opération d'assassinat, d'enlèvement et d'élimination d'opposants et de mouvements de guérilla. Et ça dans le seul but d'empêcher l'influence communiste de se propager dans le continent. Cette opération sera structurée par le Chili et elle sera soutenue par les États-Unis. À Santiago de Chili, la capitale chilienne, il y a eu une réunion secrète des différents chefs des polices secrètes des dictatures d'Amérique du Sud et les propositions seront formulées par le directeur de la DINA chilienne, Manuel Contreras. Ils ont même créé un centre de coordination inspiré d'Interpol. Cette opération Condor est divisée en 3 phases. La première phase est centralisation des informations, échange de services entre les polices politiques et possibilité d'effectuer des interrogatoires sur les lieux d'arrestation, formation des agents tortionnaires et échange de prisonniers. Et la deuxième phase est l'opération visant à attaquer et paralyser toute capacité de l'ennemi. Il s'agit de l'enlèvement, de la séquestration et d'exécution d'opposants. Puis la troisième phase, la plus secrète, opération d'assassinat et de surveillance, hors d'Amérique latine. Cette opération Condor va faire des centaines de milliers de morts et de disparus. Les dictatures vont aussi s'inspirer des méthodes de l'armée française durant la guerre d'Algérie d'Indochine, comme les vols de la mort. Les détenus drogués sont balancés dans les océans, depuis les avions. Le soutien des USA au régime militaire passe par la mise en place d'une économie capitaliste. Au Chili, il y a les Chicago Boys, des économistes chiliens, favorables à l'économie de Milton Friedman. Au Nicaragua, la dictature des Somoza était insupportable. Depuis très longtemps, les Somoza contrôlent tout. Ils approprient les terres agricoles, les banques, et après le séisme de 1972, les Somoza ont détourné les aides humanitaires. Et en 1961, le Front sandiniste de libération nationale a été créé. Ce mouvement mène des actions clandestines et des guérillas rurales. Et du début de l'année 1978, après l'assassinat du journaliste Pedro Joaquín Chamorro, cela a déclenché un soulèvement populaire et une grève générale. Il y a eu beaucoup d'insurrections menées contre la dictature des Somoza, et là le pays bascule dans la guerre civile. Combats entre les révolutionnaires et la garde nationale sont urbains et ruraux. Le régime des Somoza utilise les pires moyens. Massacres de civils, bombardements des villes, crimes de guerre. Le régime des Somoza est soutenu par les USA. Et le Front sandiniste, il est soutenu par Cuba, l'Union soviétique, mais aussi l'Algérie et la Libye. Et en juillet 1979, la révolution a triomphé. Le régime des Somoza tombe et le Front sandiniste s'empare du pouvoir. Parmi les membres de ce front, il y a le plus célèbre, Daniel Ortega. Et au Panama, depuis très longtemps, les Panaméens vivent très mal le contrôle des USA sur le canal du Panama. Pour eux, c'est une humiliation nationale permanente. Depuis les années 40, le Panama est un pays pauvre, dépendant des États-Unis. Et beaucoup de Panaméens possèdent des idées
anti-impérialiste et nationaliste. Et beaucoup de Panaméens sont façonnés par ce qui vient de se passer en Égypte, quand Nasser a nationalisé le canal de Suez. Et au janvier 1964, il y a eu des émeutes. De nombreux Panaméens franchissent la zone américaine et hissent leur drapeau. Mais l'armée américaine a réagi violemment. Ce jour va être appelé le jour des martyrs. Les Panaméens affrontent les soldats américains qui ouvrent le feu sur la foule panaméenne. Ces combats vont durer pendant 3 jours. 28 manifestants panaméens et 4 soldats américains sont tués. Et en 1968, il y a eu un coup d'État mené par le général Omar Torrijos. Après avoir pris le pouvoir, il met une dictature brutale. Et sous Torrijos, pendant la guerre froide, le Panama reste neutre. Déjà, il se déclare ni pro ni anti-américain. Il a déjà soutenu les mouvements de guerrilleros socialistes d'Amérique latine et il a surtout des liens avec Fidel Castro à Cuba. Mais il est surtout un grand admirateur de Tito en Yougoslavie et de Jamal Abdel Nasser en Égypte. Mais comme tous les autres Panaméens, il tient à récupérer le canal du Panama. Et pour le faire, il cherche des soutiens à l'étranger. En 1977, Jimmy Carter accède à la Maison Blanche. Et là, il décide de régler le problème du canal du Panama. Et le 7 septembre 1977, les accords Torrijos-Carter sont signés. Le traité annule l'accord de celui de 1903. Pour le Panama, c'est une véritable victoire. Les États-Unis s'engagent à fermer leur base militaire américaine sur le canal et le canal sera rendu à la fin des millénaires, le 31 décembre 1999. Mais malheureusement, en 1981, Ronald Reagan accède au pouvoir. Et lui, il s'oppose aux accords de 7 septembre 1977. Pour lui, les Américains ont payé pour ce canal et ils doivent le garder. Point à la ligne. Et là, Omar Torrijos meurt dans un crash d'avion. Et celui qui va le succéder en 1983, c'est le général Manuel Noriega. Il a fait Call of Duty Black Ops 2. Normalement, تعرفوه. À cause de son problème de peau, il est surnommé par les Américains face d'ananas. Cet ancien militaire travaillait en tant qu'informateur pour la CIA dans les années 60. Il leur livrait des informations sur les mouvements communistes d'Amérique latine et aussi ceux du Nicaragua en échange de sommes d'argent. Et il a aussi participé au coup d'État de 1968. Il était le proche de Torrijos. À sa mort en 81, il s'est imposé comme le nouvel homme fort du Panama. Mais il va surtout diriger le pays derrière des présidents fantoches. Durant 5 ans de règne, il va se remplir les poches et s'enrichir. Il va faire tourner le trafic d'armes avec le soutien de la CIA, mais il va aussi faire tourner le trafic de drogue. Dans les années 80, c'est toujours la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. Les États-Unis soutiennent les Moudjahidines d'Afghanistan, qui luttent contre le régime communiste afghan et l'occupation soviétique. Et l'Angola, après son indépendance en 1975, le pays s'est divisé à cause d'une guerre civile entre le MPLA d'Agostinho Neto, soutenu par Cuba et l'Union soviétique, et les pays socialistes, et l'UNITA de Jonas Savimbi, soutenu par les USA et le régime d'apartheid sud-africain. L'Angola et l'Afghanistan sont comme le Vietnam, un point chaud dans la guerre froide. En Angola, Cuba est intervenu militairement pour soutenir le MPLA et l'Afrique du Sud sous l'apartheid est intervenue militairement contre le MPLA et les États-Unis financent l'UNITA. En Ouganda, Amin Dada a fait régner la terreur. Il a utilisé les pires méthodes pour éliminer ses opposants et ses ennemis. Il a pratiqué la torture et il fait exécuter ses ennemis en leur faisant porter des tabliers blancs. Il jette leurs corps dans les fleuves pour qu'ils soient dévorés par les alligators et brûle même le cadavre de ses victimes dans la savane. Il a même commis un crime de guerre contre les Asiatiques, majoritairement des Indo-Pakistanais. Ses troupes ont pillé, violé et massacré des centaines d'Asiatiques. Et en 1978, Amin Dada fait envahir le nord de la Tanzanie avec l'aide de l'armée libyenne, mais sans succès. Et après ça, la Tanzanie déclare la guerre à l'Ouganda. Et en 1979, elle envahit l'Ouganda. Et en avril 1979, l'armée tanzanienne entre à Kampala. Et Amin Dada fuit le pays. Il s'enfuit d'abord en Libye, puis s'installe en Arabie Saoudite, là où il terminera sa vie paisiblement. Et en Centrafrique, Bokassa a régné par la terreur. Depuis très longtemps, il a asservi le peuple. Il a régné dans la corruption. Son régime est caractérisé par la corruption massive, l'exécution arbitraire, meurtre d'opposants et torture. Puis en 1979, Bokassa est accusé d'avoir massacré des enfants
qui s'opposait au port d'uniforme. Ce crime a scandalisé l'opinion internationale et la France a décidé d'agir. Et là, l'armée française envahit la Centrafrique et entre à Bangui. Le régime de Bokassa est tombé, mais Bokassa a fui le pays vers la Libye avant le coup d'État. Plus tard, il revient en Centrafrique et il est arrêté et jugé et condamné à la prison à vie. Et en 1993, il est gracié. Bokassa meurt en 1996. Et en Algérie, en 1978, Houari Boumediene meurt. Et celui qui le succède, c'est le colonel Chedli Ben Jdid. Puis sous Chedli, l'Algérie va appliquer le modèle libéral. Le FLN reste un parti unique, la police politique, la sécurité militaire poursuit les opposants, l'Algérie reste un pays influent dans le tiers-monde et aussi dans l'Afrique, et elle continue à soutenir les mouvements de libération et révolutionnaires, que ce soit en Afrique, en Palestine, en Asie et aussi en Amérique latine. Mais durant les années 80, l'Algérie va connaître des crises économiques, la corruption et le chômage. Au Libéria, en 1980, le président William Tolbert est renversé et exécuté par un coup d'État militaire mené par Samuel Canyon Doe, un sergent de l'armée qui a été formé par les bérets verts américains. Il fait massacrer plusieurs ministres dans une plage. Après le coup d'État, il prend le pouvoir et instaure une dictature brutale. Dans la guerre froide, il est farouchement anticommuniste. Il rompt toute relation avec l'Union soviétique et ferme l'ambassade soviétique et se rapproche des USA. Durant son règne, il persécute ses opposants, truque les élections. Durant son règne, la répression est brutale. Arrestations, tortures, disparitions forcées, exécutions publiques sont pratiquées. La corruption s'abat sur le pays, l'économie s'effondre et la population souffre. Et en 1989, une insurrection menée par un groupe armé dirigé par Charles Taylor mène une attaque contre le régime de Doe. Le Libéria bascule dans la guerre civile. Et là, un autre chef de guerre, Plimms Johnson, parvient à capturer Samuel Doe. Et c'est là que son destin bascule dans l'horreur. Il est violenté et torturé devant la caméra. Il sera exécuté le 9 septembre 1990. Dans les années 80, de 1979 à 1987, une guerre a éclaté entre la Libye et le Tchad. En 1982, une guerre a éclaté entre l'Argentine et le Royaume-Uni. L'Argentine a cherché à annexer les îles de Malouine. Déjà, le général Jorge Rafael Videla a été écarté du pouvoir en 1981 et il a été remplacé par Roberto Viola, puis Leopoldo Galtieri. Et le 14 juin 82, l'Argentine a perdu la guerre des Malouines. Et après cette défaite humiliante, le régime argentin perd toute crédibilité. Puis là, il y a eu une manifestation dans tout le pays. Et la dictature s'effondre en 1983. Et la démocratie revient. Et c'est Raúl Alfonsín qui est élu président. Et celui qui va le succéder en 1989, c'est Carlos Menem, un Argentin d'origine syrienne. Et en Afrique, dans la Haute-Volta, futur Burkina Faso, Thomas Sankara fait un coup d'état militaire révolutionnaire en 1983, soutenu par plusieurs officiers. Et c'est là qu'il nomme le pays Burkina Faso, qui veut dire pays des hommes intègres. Là, il applique des réformes sociales. Il améliore l'éducation et la santé dans son pays et donne au droit des femmes de voter, de servir dans l'armée et d'étudier et de travailler. Il applique les réformes agraires et lutte contre la corruption. Et durant son règne, il dénonce l'ingérence de la France et l'agression impérialiste en Afrique, et aussi dans d'autres pays du tiers-monde. Et il soutient aussi la cause palestinienne. Il est considéré comme le Che Guevara africain, car c'est un révolutionnaire panafricain qui veut lutter contre l'impérialisme et le néocolonialisme. Thomas Sankara sera assassiné le 15 octobre 1987 lors d'un coup d'État perpétré par son ancien allié et camarade Blaise Compaoré. Et ça avec le soutien de la France et des pays africains proches de la France. Jusqu'à aujourd'hui, dans le Burkina Faso, Sankara reste un héros national et une figure panafricaine, comme Nelson Mandela. Et dans les années 80, une nouvelle guerre civile a éclaté au Nicaragua. Elle a été menée par les Contras, un groupe paramilitaire opposé au gouvernement sandiniste socialiste. Ils sont soutenus par les États-Unis de Reagan. Les États-Unis les ont même financés avec de l'argent qu'ils ont détourné, grâce aux ventes d'armes qu'ils ont faites avec l'Iran, qui était en pleine guerre avec l'Irak. Depuis des années, l'Amérique latine est frappée par le narcotrafic.
comme en Colombie, il y a le grand Pablo Escobar, et au Mexique, avec le cartel de Sinaloa, del Chapo Guzman, et aussi des frères Arellano Félix à Tijuana. En Tunisie, en 1987, Habib Bourguiba a été écarté du pouvoir par un coup d'état médical, mené par Zine El Abidine Ben Ali. Ben Ali devient le nouveau président de la Tunisie, et il va surtout instaurer une dictature brutale. Toute opposition est réprimée. En Égypte, le 6 octobre 1981, le président Anwar Sadat est assassiné en plein défilé militaire. Il a été tué par des islamistes qui désapprouvaient l'accord de paix qu'ils ont signé avec Israël en 1978. Celui qui succède à Sadat, c'est Hosni Moubarak. Après avoir pris le pouvoir, il instaure l'état d'urgence et met en place une dictature, et la répression est brutale. Il multiplie les arrestations contre les frères musulmans et il persécute toute opposition. En Libye, Muammar Kadhafi a terrorisé la population. Il a multiplié les pendaisons contre des opposants politiques et islamistes. Et en Algérie, en octobre 88, il y a eu une grande manifestation. Des jeunes Algériens se sont soulevés contre le régime. Ils se sont attaqués aux bâtiments du pouvoir. L'armée populaire nationale a ouvert le feu sur la population et a fait près de 500 morts. C'était un soulèvement populaire un peu qui m'a les pays européens communistes d'Europe de l'Est, où il y a eu des manifestations contre des régimes à parti unique, communistes, qui sont tombés les uns après les autres, jusqu'à la chute de l'URSS. Et un peu aussi qui m'a en Chine, en 89, après la fin de la guerre froide et la chute de l'Union soviétique. Les dictatures d'Amérique du Sud se sont effondrées, mais pas par des révolutions. Il y a eu le retour de la démocratie. À cette époque, les dictatures ont imposé des plébiscites pour consolider leur pouvoir. Déjà, Henry Kissinger, l'ancien conseiller américain, lui, il était bien au courant de l'opération Condor qui a été menée par les dictatures sud-américaines. Il a condamné la violation des droits de l'homme, mais il a aussi offert aux dictatures des informations importantes. Dans cette opération, les États-Unis ont coopéré dans la phase 1. Ils ont condamné la phase 2, mais ils n'ont pas accepté la phase 3. Et après l'élection de Jimmy Carter, les États-Unis ont retiré leur soutien à l'opération. Déjà pour l'opération Condor, des centaines de personnes ont été condamnées. Kima, l'ancien directeur de la DINA chilienne, Manuel Contreras. Il a été jugé condamné par contumace en Italie pour la tentative d'assassinat sur Bernardo Leighton et aussi en France pour la disparition de franco-chiliens. Il est même condamné au Chili pour l'assassinat d'Orlando Letelier et pour la disparition de nombreux opposants. Il a accusé Pinochet et la CIA d'être derrière tout ça. En 1998, Pinochet a été arrêté à Londres suite à un mandat d'arrêt international émis par deux juges espagnols pour génocide, torture, enlèvement et terrorisme international. Il est même mis en examen pour fraude fiscale. Il meurt en 2006. En Algérie, la répression d'octobre 88, elle a été menée par le général Khaled Nezzar, un ancien sous-officier de l'armée française. Il devient un homme fort du régime et la bête noire des islamistes. Après le soulèvement d'octobre 88, l'état de siège est instauré et l'opposition est brutalement réprimée. La torture est pratiquée. En Somalie depuis très longtemps, en 1969, le général Mohamed Siad Barre arrive au pouvoir grâce à un coup d'état. Il instaure un état socialiste, mais aussi une dictature brutale. Il lance des réformes de nationalisation et d'alphabétisation massive et lutte contre le tribalisme. Et en 1977, la Somalie de Siad Barre attaque l'Éthiopie. Siad Barre veut annexer l'Ogaden, qui est peuplé majoritairement de Somaliens, mais il a échoué en 1978. Et après ça, Siad Barre change de camp. Il rompt ses relations avec l'URSS et se rapproche des USA. Et après ça, il militarise le régime et réprime brutalement toute opposition. Il commet un massacre contre des civils qui se soulèvent contre lui et il bombarde les villes qui se rebellent contre son régime. Mohamed Siad Barre est renversé en janvier 1991 par une coalition de rebelles armés. Il a fui le pays et s'est réfugié au Nigeria, là où il terminera sa vie le 2 janvier 1995. Au Soudan, en 1983, un conflit a éclaté entre le Nord, dirigé par le régime de Khartoum, majoritairement arabo-musulman, et le Sud, qui est majoritairement africain, et chrétien et animiste. Et en 1989, Omar al-Bashir arrive au pouvoir, grâce à un coup d'État soutenu par les islamistes, à leur tête Hassan al-Tourabi.
Après avoir pris le pouvoir à Khartoum, il instaure une dictature militaire et toute opposition est brutalement réprimée. En Algérie, en 1989, il y a eu la fin du parti unique, FLN. Puis il y a eu le multipartisme. On voit naître d'autres partis qui m'a le RCD, le Rassemblement de la démocratie et de la culture, un parti laïque, dirigé par Saïd Saadi. Il y a aussi un parti islamiste, nommé le FIS, le Front islamique du salut, dirigé par Abbasi Madani et Ali Ben Hadj. Et en décembre 1991, il y a eu des élections législatives qui ont été remportées par le FIS. Le processus a été stoppé par l'armée. Et au janvier 1992, Mohamed Boudiaf, un ancien tirailleur de l'armée française durant la Seconde Guerre mondiale et membre fondateur du FLN, il a été écarté après l'indépendance de l'Algérie et son nom a été carrément rayé du manuel scolaire. Il vivait depuis des années en exil au Maroc. Et il est revenu en janvier 1992 en Algérie pour sauver le pouvoir. Après être devenu président, il promet des réformes pour lutter contre la corruption et instaurer la légitimité. Et il décide de mettre fin au parti unique, le FLN. Mohamed Boudiaf est mort assassiné à Annaba le 29 juin 1992, en pleine conférence. L'homme qui l'a tué, c'est son propre garde du corps, Mbarak Boumarafi. Puis dans les années 90, l'Algérie va plonger dans la guerre civile, menée par l'armée du régime et des islamistes radicaux, dont ceux qui ont combattu en Afghanistan, qui ont participé à la création du groupe le plus radical, nommé le GIA, le groupe islamique armé. Cette période de guerre contre le terrorisme, elle va être appelée la décennie noire. Pendant une décennie, l'Algérie va connaître des séries de tueries, d'assassinats, d'attentats et de massacres. Le Rwanda, dès son indépendance en 1962, il était gouverné par un régime Hutu qui persécute les Tutsis. Et en 87, le Front patriotique rwandais est créé par les rebelles Tutsis, exilés au Ouganda. Et en 1990, depuis l'Ouganda, il lance l'invasion sur le Rwanda. Et c'est comme ça qu'éclate la guerre civile. Le gouvernement Hutu, dirigé par Juvenal Habyarimana, mène une répression militaire contre la communauté Tutsi et le Front patriotique rwandais. Le 6 avril 1994, l'avion de Habyarimana a été abattu. Les extrémistes Hutus ont accusé les Tutsis. Et là, les extrémistes Hutus ont causé un génocide contre les Tutsis. 800 000 personnes sont tuées. Et là, des réfugiés Hutus fuient vers le Zaïre. Et l'est du Zaïre devient une base arrière pour attaquer le Rwanda. Et au Zaïre, Laurent Désiré Kabila, un ex-rebelle lumumbiste, prend les armes. Et grâce au soutien du Rwanda et de l'Ouganda, il parvient en 1997 à renverser Mobutu. Mobutu fuit le pays vers le Maroc, là où il terminera sa vie le 7 septembre 1997, à Rabat. Kabila devient le nouveau président et le pays redevient la République démocratique du Congo. Puis après ça, Kabila va se retourner contre ses anciens alliés, le Rwanda et l'Ouganda. Et des groupes rebelles attaquent l'est du pays. Ils sont soutenus par le Rwanda et l'Ouganda. L'Angola, la Namibie, le Zimbabwe décident de soutenir Kabila. Le conflit devient panafricain. En 1990, Nelson Mandela a été libéré et en 1994, Mandela est élu président et le régime de l'apartheid est aboli. Le 21 mars 1990, la Namibie a été libérée. Sam Nujoma, qui est une figure panafricaine, devient le premier président de la Namibie. Aux États-Unis, à Los Angeles, il y a eu les émeutes de 1992. Pendant la guerre du Golfe, quand l'Irak envahit le Koweït, les États-Unis ont formé une coalition internationale pour libérer le Koweït en 1991. Et surtout, les États-Unis maintiennent leur blocus sur Cuba, qui a depuis très longtemps fait venir des missiles soviétiques sur son territoire. Dans les années 90, Cuba vit la misère et elle est toujours dirigée par Fidel Castro. En 1999, au Venezuela, Hugo Chavez est élu président. Il a lancé la révolution bolivarienne, référence à Simon Bolivar. Après avoir pris le pouvoir, il met un régime socialiste et bolivarien. Et le Venezuela va se rapprocher de Cuba, de la Russie et de la Chine. Il nationalise les secteurs clés et lance la santé gratuite et l'éducation et distribue les richesses du pays à la population. Le 11 septembre 2001, aux États-Unis, à New York, il y a eu les attentats du 11 septembre contre les deux tours jumelles de Manhattan qui se sont effondrées. Et là, les États-Unis lancent une guerre totale contre le terrorisme. En 2001,
il lance l'invasion sur l'Afghanistan après le refus des talibans de livrer Oussama Ben Laden. Et en 2003, ils envahissent l'Irak et font chuter le régime de Saddam Hussein. Les raisons, ils disaient soi-disant que l'Irak possédait des armes de destruction massive, mais c'était un mensonge. En Libye, dans les années 90, les Libyens qui ont combattu en Afghanistan contre les Soviétiques, ils sont revenus dans leur pays et ont fondé le GICL. Ils ont lancé des séries d'attentats contre le régime et des tentatives d'assassinat contre Kadhafi. Mais Kadhafi a violemment réprimé les islamistes qui ont voulu le renverser. Dans la prison d'Abu Salim, plus de 1200 prisonniers islamistes ont été massacrés par les forces de Kadhafi. En Algérie, la guerre civile algérienne s'est terminée avec l'élection de Bouteflika en 1999. En 2000, Bouteflika a demandé aux terroristes de repentir. En échange, ils seront graciés et pardonnés. En 2001, en Kabylie, il y a eu le printemps noir. La foule dénonce le chômage et le sentiment d'injustice. Et ils revendiquent l'identité et la culture amazigh. Ils veulent que le amazigh soit une langue officielle en Algérie. Il y a eu des manifestations et des affrontements contre les forces de l'ordre et la gendarmerie nationale. Le bilan est lourd, 120 morts et des milliers de blessés. Et en 2002, la langue amazigh a été reconnue comme langue nationale. Dans la République démocratique du Congo, Kabila est assassiné en 2001 et celui qui le succède, c'est son fils Joseph Kabila. Et en Afrique jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de pays vont sombrer dans des guerres civiles. En décembre 2010, il y a eu le printemps arabe. Il est né en Tunisie avec l'immolation d'un jeune vendeur ambulant, Mohamed Bouazizi, Allah yarhamou. Et cela a déclenché la révolution tunisienne, la première révolution du printemps arabe. En Tunisie, la dictature était insupportable. Depuis 24 ans, le président Ben Ali a asservissé le peuple tunisien et a détourné des milliards pour se construire un luxe. Et après l'immolation de Bouazizi, les Tunisiens ont protesté dans la rue. Le mouvement de contestation dénonce l'inégalité et la corruption. La répression de la police a fait des centaines de morts et des milliers de blessés. Et après des jours de manifestations, l'armée s'est ralliée à la révolution et le président Ben Ali a fui vers l'Arabie Saoudite. Puis après, il va y avoir l'Égypte. Depuis très longtemps, le peuple égyptien sous Hosni Moubarak vit dans la corruption, le chômage et la crise économique. Les Égyptiens manifestent dans les rues pour demander la chute de Moubarak. Le dictateur va essayer de diviser le peuple. Il va payer d'autres Égyptiens miséreux pour le protéger. La répression est violente et elle s'intensifie. Les manifestants refusent de lâcher. Et face à la détermination de la foule en colère, le dictateur plie enfin. Hosni Moubarak démissionne. L'armée dirige le pays en attendant les prochaines élections. Puis il y a la Libye. La révolution commence à Benghazi. Il y a eu une manifestation et le régime a réprimé cette manifestation. Puis la manifestation s'est transformée en une guerre civile meurtrière. Les rebelles anti-Kadhafistes sont soutenus par le Qatar, l'Arabie Saoudite. Il y a aussi l'OTAN. Cette révolution va durer pendant 8 mois et sera terminée avec la chute et la mort de Kadhafi. Jusqu'à aujourd'hui, la Libye est ravagée par la guerre civile. Elle est divisée en deux à cause de deux chefs de guerre qui se disputent le pouvoir. Le printemps arabe a aussi touché l'Algérie, mais la manifestation n'a pas réussi. Au Panama, en décembre 1989, les États-Unis ont lancé l'opération Just Cause. C'est une opération de l'invasion contre le Panama. Après avoir envahi le Panama, les forces américaines arrêtent Manuel Noriega qui s'est réfugié dans l'ambassade du Vatican. Il a été jugé aux États-Unis pour trafic de drogue et il a été condamné à 40 ans de prison, mais sa peine a été réduite. Il a été extradé en France puis au Panama. Il meurt en 2017 suite à une opération chirurgicale. Et le 31 décembre 1999, les USA rendent le canal au Panama. Et en 2006 en Bolivie, Evo Morales est élu président. Il impose un régime socialiste et nationaliste et donne le droit aux peuples autochtones comme lui. Et il se rapproche des pays comme Cuba de Fidel Castro, Venezuela de Hugo Chavez et aussi de l'Iran. Hugo Chavez meurt en 2013 et celui qui le succède, c'est son vice-président, Nicolás Maduro Moros, qui va rester au pouvoir jusqu'au début 2026 où il sera renversé et arrêté par les forces spéciales américaines. Il a été accusé de soi-disant trafic de drogue. À Cuba, Fidel Castro va rester au pouvoir jusqu'à sa mort en 2016. Et celui qui le succède, c'est Miguel Díaz-Canel. En Argentine, le président actuel, c'est Javier Gerardo Milei, un ultralibéral, qui a succédé à Alberto Fernandez. Et au Brésil, c'est Lula da Silva, qui a succédé à Jair Bolsonaro.
Bolsonaro, qui est un ultra-libéral, a été arrêté et jugé pour coup d'État. Et au Salvador, ce pays qui a depuis trop longtemps été frappé par la guerre civile et le narcotrafic et aussi la criminalité. Le président actuel de ce pays, c'est Nayib Bukele Ortez, un Salvadorien d'origine palestinienne. Depuis son accession au pouvoir en 2024, il a lancé une guerre totale contre la criminalité et a fait construire une immense prison où il emprisonne les gangs. Et grâce à lui, la criminalité a baissé en Salvador. En Égypte, après la chute de Moubarak, en juin 2012, les élections ont été remportées par les frères musulmans, parmi eux Mohamed Morsi, qui devient président. Et en 2013, il est renversé par un coup d'état militaire mené par Abdel Fattah el-Sisi, qui est au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. En Centrafrique, en 2003, François Bouazizé, un militaire et un grand admirateur de Bokassa, arrive au pouvoir grâce à un coup d'état. Il a été renversé en 2013 par des rebelles nommés les Séléka, des milices musulmanes. Puis il y a aussi des milices anti-musulmanes et islamophobes nommées les anti-Balaka. Et le pays bascule dans la guerre civile qui va se terminer en 2016 avec les accords de paix. Au début 2025, Donald Trump revient au pouvoir à la Maison Blanche. Et là, il a des projets fous. Il veut annexer le Groenland, même le Canada, et il veut reprendre le canal du Panama. Il veut aussi surtout annexer Gaza. Au Soudan, Omar al-Bashir est renversé en 2019. Et jusqu'à aujourd'hui, le pays est déchiré par une guerre civile menée par l'armée régulière de Abdel Fattah al-Burhan et des forces du soutien rapide, dirigées par Hemeti, un groupe paramilitaire issu de la milice Janjaweed. Et il y a aussi le Congo, qui est jusqu'à aujourd'hui dirigé par Félix Tshisekedi et qui est ravagé par la guerre civile menée par le groupe M23, un mouvement rebelle soutenu par le Rwanda. En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a démissionné en 2019 suite à un mouvement de contestation populaire nommé le Hirak, et celui qui le succède, c'est Abdelmajid Tebboune. Dans d'autres pays d'Afrique, il y a eu des coups d'état militaires. Ils sont considérés comme des soulèvements populaires contre l'ingérence de la France et des pays occidentaux. Au Mali, il y a Assimi Goïta, leader du groupe Fama, et au Niger, Abdelrahman Tiapi, au Burkina Faso, Ibrahim Traoré, qui est considéré comme le nouveau Sankara, dans la Guinée, Mamadi Doumbouya, et au Gabon, Brice Oligui Nguema. À la Benaga, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de pays d'Afrique vivent la misère à cause des guerres civiles, mais certains, comme l'Algérie, connaissent des croissances économiques et se modernisent. Et en Amérique, dans le Nord, aux États-Unis, la situation est très tendue à cause de la politique anti-migratoire de Trump. Et en Amérique latine, certains pays se modernisent, d'autres vivent dans la corruption, comme l'Argentine avec la politique ultralibérale de Milei. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ya'atikum as-sahha ki shiftouha. Taqaw la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ayatollah.